universelle et bien entendu nous avons deux volets ce soir. Le premier volet va nous parler, enfin on va relater l'actualité comme d'habitude, et le deuxième volet nous allons parler donc de notre débat du jour qui portera sur le rôle de la Turquie dans le Moyen-Orient, notamment dans le conflit syrien et autres crises du Moyen-Orient. Et je commence avec l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire hier soir après une visite de 24 heures à Entebbe à l'invitation de son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux dirigeants ont abordé des questions africaines et régionales d'intérêt commun, outre la stabilité et la sécurité dans le continent africain. Les détails dans ce récit. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu des entretiens avec son homologue ougandais, portant notamment sur les moyens de relancer la coopération bilatérale dans les divers domaines et l'augmentation des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays. Les deux dirigeants ont abordé également des questions africaines et régionales d'intérêt commun, la stabilité et la sécurité notamment dans le continent africain. Le chef de l'État a par la suite donné une conférence de presse conjointe avec son homologue ougandais. Dans son discours à cette occasion, le chef de l'État a mis l'accent sur les communs multiples entre les deux pays et les deux peuples frères, étant donné que l'Égypte et l'Ouganda sont deux pays en développement qui partagent la même source de vie, à savoir le Nil. Ils partagent aussi les mêmes aspirations de développement économique. Les deux pays affrontent également dans leur périmètre régional le danger du terrorisme et encourent la menace galopante du développement de l'idéologie extrémiste et des organisations qui l'embrassent. Le chef de l'État a d'ailleurs souligné l'importance stratégique des relations égypto-ougandaises que nous devons œuvrer à développer dans tous les domaines, notamment l'énergie, les ressources hydrauliques, l'irrigation moderne, l'agriculture, la pisciculture et la construction des capacités humaines. Le président a poursuivi en déclarant que l'Égypte n'épargnerait aucun effort pour réaliser ses objectifs, et cela en fournissant l'appui technique requis via l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement et l'initiative égyptienne pour le développement des pays du bassin du Nil. Eh bien, je continue avec la Jordanie. Les autorités jordaniennes ont annoncé aujourd'hui la saisie d'explosifs et d'armes dans la maison où 4 hommes armés ont préparé des attaques au cours desquelles ils ont tué 10 personnes près d'un site historique du sud du pays. Ces attaques au cours desquelles 34 policiers et civils, dont un Canadien, ont été blessés, d'après la Sûreté générale, n'ont pas été revendiquées. Le point avec Yara Choucha. La Sûreté générale enquête sur l'identité et les motivations des assaillants qui ont abattu dimanche 7 policiers, 2 civils jordaniens et une touriste canadienne à Karak, a affirmé de communiquer qu'une grande quantité d'explosifs, de ceintures explosives, des armes automatiques avaient été saisies dans une maison où ils avaient préparé leurs opérations. Ces attaques, au cours desquelles 34 policiers et civils, dont un ont été blessés, d'après la Sûreté générale, n'ont pas été revendiquées. Selon les autorités, elles ont été menées par 4 terroristes qui ont tous été abattus par les forces de l'ordre. Karak est réputé pour son château croisé, au XIe siècle, l'un des plus beaux de la région, à 20 km sous Daman. Les attaques ont été unanimement dénoncées par les médias jordaniens. Des journaux titrés en une « La Jordanie vaincra le terrorisme » ou « Le royaume restera une citadelle contre le terrorisme ». La Jordanie, membre de la coalition internationale anti-djihadiste qui bombarde le groupe Daesh en Syrie et en Irak depuis 2014, a plusieurs fois été la cible d'attentats menés par des groupes terroristes. En juin, un attentat suicide revendiqué par le groupe terroriste Daesh avait ainsi coûté la vie à 7 gardes-frontières jordaniens près de la frontière avec la Syrie. À Ottawa, le gouvernement canadien a qualifié d'odieuses les attaques de Karak. L'ambassade du Canada en Jordanie a appelé ses ressortissants à ne pas se rendre dans cette région du pays. Et
Et enfin, pour terminer, dans la Turquie d'Erdogan, beaucoup rêvent encore du temps où le sultan ottoman était le calife de l'ensemble du monde islamique. L'année écoulée a toutefois marqué un probable tournant pour la Turquie, pas seulement dans ses relations avec l'Occident, mais dans son histoire moderne elle-même. Il y a les détails dans ce commentaire. Recep Tayyip Erdogan a été choyé pendant ses premières années au pouvoir par ses pairs comme un réformateur islamique qui n'hésitait pas à faire passer d'audacieuses réformes et paraissait attaché aux orientations occidentales de son pays. L'année écoulée a toutefois marqué un probable tournant pour la Turquie, pas seulement dans ses relations avec l'Occident, mais dans son histoire moderne même. Pour l'Occident, la Turquie est entrée dans une zone de danger avec des risques multiples. Entre-temps, Erdogan a clairement exprimé que l'influence turque doit s'étendre bien au-delà de ses limites modernes, remettant même en cause le traité qui a établi ses frontières actuelles après la Première Guerre mondiale. Nous avons été séparés de ce territoire depuis un siècle, nous sommes prisonniers dans 780 000 km², a-t-il affirmé. Depuis le début de la guerre en Syrie, le président turc a prôné une politique de la porte ouverte pour autoriser tous les Syriens qui le souhaitent à traverser la frontière. Mais dans les faits, le passage est devenu plus compliqué, Ankara préférant que les Syriens soient pris en charge en Syrie. L'un des objectifs de l'intervention militaire turque en Syrie est d'ailleurs de créer une zone de sécurité dans laquelle les déplacés seront installés. Dans la Turquie d'Erdogan, beaucoup rêvent encore du temps où le sultan ottoman était le calife de l'ensemble du monde islamique. Le coup d'État manqué mené par des militaires le 15 juillet a bouleversé la situation politique du pays ainsi que ses relations extérieures. Ankara a été heurté par ce qu'il a perçu comme un manque de solidarité des dirigeants européens, puis dépité par les critiques européennes au sujet des purges de l'après-putsch raté. La quête de la Turquie de rejoindre l'Union européenne, pierre angulaire de sa politique étrangère depuis les années 60, s'est heurtée à un mur, certains analystes suggérant qu'il serait plus réaliste de l'abandonner complètement pour trouver une autre forme de partenariat. Mais avec la Russie, c'est la lune de miel. Ne manquez pas, ça nous intéresse. Ça nous intéresse tous les samedis à 18h30 et les dimanches à 11h30 sur Mila International.
Suivez, ça nous intéresse aux horaires suivants sur Nile TV International. Voilà, donc nous allons évoquer le rôle de la Turquie au Moyen-Orient, mais avant d'attaquer le sujet, juste une information, une dépêche qui vient d'être tombée. L'ambassadeur russe a été tué à Ankara, donc c'est venu il y a à peu près 10 minutes. Dernière dépêche, et donc on attend de voir les réactions des autorités turques et des autorités russes face à ce sujet. Donc vous le voyez, des troubles en ce moment. La Turquie, depuis, disons, même depuis bien longtemps, depuis l'Empire ottoman, après même la chute de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, la Turquie a toujours eu un rôle, alors souvent critiqué par les États arabes, souvent salué, comme lorsqu'il a pris position contre le gouvernement israélien qui avait attaqué Gaza et fait une tuerie en 2009. En tout cas, en ce moment, c'est la tension avec ses voisins arabes et évidemment avec son voisin syrien. Mais l'histoire avec la Syrie est une histoire de longue date, qui date même depuis le début du XXe siècle, avec le partage justement des frontières et la question bien sûr kurde, et c'est pourquoi le régime turc est en ce moment dans la coalition pour attaquer Daesh en Syrie. Nous allons en parler ensemble avec nos invités. Hicham Youssef, vous êtes analyste politique, merci d'être avec nous. Et Dr Wael Fouad, vous êtes aussi analyste politique et professeur de philosophie De linguistique. De linguistique, pardon. J'ai confondu. De linguistique. Merci d'être avec nous. Alors, l'université de Helwan, c'est ça? Ain Shams. Ain Shams, oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, ça va. J'ai bien tout bon. Bon, oui. bah, ça va. Enfin, avec merci à vous. Voilà. Donc, comme je le disais, on va parler de si justement on attaquait de commenter cette dépêche. Tant qu'à faire, puisqu'elle vient de tomber à l'instant, est-ce qu'il y aura de retombées diplomatiques entre Moscou et Ankara après cet assassinat? Je commence peut-être par vous, Hicham Youssef. Tout d'abord, je crois que la situation, ça se passe il y a quelques minutes seulement, mais on sait très bien que la Russie... c'est pas un des pays qui prend de réflexes rapides. La Russie, elle va étudier les situations et les circonstances, bien sûr, comme d'habitude, et après, on va voir les réactions russes vers la Turquie. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'elle va faire la Russie exactement comme réflexe pour le moment, parce qu'on ne sait pas. En tout cas, on sait déjà que les deux pays sont opposés déjà sur le gouvernement de Bachar al-Assad, puisque la Turquie souhaite la chute de ce régime, la Russie, son puissant voisin, souhaite le conserver. Donc il y a déjà beaucoup de divergences entre les deux parties. Exact. Donc est-ce qu'avec ça, on ne pourrait pas essayer d'anticiper une réponse de la part des Russes, par exemple, et de la part des Turcs aussi? Une réponse par les Russes, oui, mais pas de réponse pour les Turcs. Et les Turcs, pour le moment, je crois qu'ils ont commencé déjà de chercher les circonstances de cet attentat. Et on va voir qui va revendiquer cet attentat. Je crois que c'est pas du tout le moment d'imaginer qu'est-ce qu'elle va faire la Russie et la Turquie. Pour le moment, c'est un accident qui était tombé il y a quelques minutes seulement. On ne peut pas analyser les situations parce qu'on ne sait pas, même nous, pour le moment, on ne sait pas c'est quoi exactement, dans quelles circonstances est passé cet attentat. Très bien. Je vous pose la même question, Dr. Wael. Ah oui, ce n'est pas encore le temps d'affirmer ce que sera la réaction de la Russie. Mais il faut dire toujours que la Turquie est en train de nouer de bonnes relations avec la Russie. On a vu la dernière visite du président turc en Russie, c'est pour changer un peu le rythme des relations froides et commencer peut-être une ère nouvelle. Il y a une certaine
un certain plan russe concernant les relations entre la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Russie est là pour mettre un rapport ou bien mettre un équilibre entre les différentes relations. Nous sommes l'Égypte et l'ami de la Russie, alors qu'on n'est pas encore l'ami de la Turquie. La Turquie est en train d'attaquer le régime égyptien jusqu'à maintenant, même après le départ de Morsi il y a 3 ans. Donc il y a quelque chose qui n'est pas assez clair. En diplomatie, on ne cherche pas les réactions rapides autant qu'on cherche la réaction fiable. Donc le conflit en ce moment qui se passe en Syrie, c'est bien entendu, les Turcs sont intéressés plutôt à détruire les bases du PKK, donc le parti kurde, donc indépendantiste. Est-ce que, je dirais, ce problème kurde est un problème récurrent qui dure depuis le début du XXe siècle et la question kurde n'a pas encore été réglée de manière tout à fait claire. Où est-ce qu'on en est actuellement? On est toujours presque dans la même situation. Il y a plusieurs années maintenant, la Turquie, depuis, je crois que l'année 2002, quand elle a commencé de tourner le cap vers le pays voisin, côté des pays arabes, pour avoir de bonnes relations avec tous les pays arabes en général, pour ne pas donner l'occasion pour les Kurdes pour installer correctement, par exemple, en Syrie, pour utiliser cette installation comme base pour attaquer la Turquie. Et la Turquie commence à faire comment dirais-je, des relations politiques avec tous les pays comme la Syrie pour avoir contrôlé le système kurde ou les responsables kurdes. Et ils ont réussi plusieurs fois de faire des pressions sur le gouvernement syrien ou le président syrien pour expulser le tête de Kurdes de la Syrie. Et ils ont réussi quand même d'attraper, comment s'appelle, le chef de Kurdes en Syrie après qu'il est rentré en Turquie. Maintenant, il est prisonnier. Je crois que la Turquie, depuis qu'elle a commencé de chercher de naturaliser les relations avec le pays arabe, aussi, ils ont fait pas mal de progrès, mais il y a quand même la guerre en Irak, la révolution syrienne, après, tout ça, ça a tardé un peu les projets turcs, parce que les projets turcs, ils ont trouvé que les Européens tourner le dos pour la Turquie et ils ont dit pourquoi pas les pays arabes et résoudre tous les problèmes entre la Turquie et les autres pays qui sont le pays voisin de la Turquie. Alors là, le rôle de la Turquie dans cette situation est variable. C'est pas une situation fixe, c'est une situation, comment dirais-je, flexible. Et ça dépend dans quelle période ils ont pris des décisions, soit contre le système syrien ou avec les opposants syriens. C'est changé dernièrement plusieurs fois. En tout cas, le régime turc, hein, même avant Erdogan, a toujours considéré le régime de Bachar, de la famille El-Assad. C'est-à-dire que Hafez, le père, le fils Bachar, ont toujours été considérés comme des ennemis et des tensions ont eu lieu durant ces années. Pas toujours. Hein. Il y a une période de réchauffement. Ouais, il y a une période de réchauffement entre sur les deux, mais cette période-là, elle est venue après une menace de la Turquie, d'une menace de guerre quand même. Oui. C'est-à-dire que la Turquie avait menacé d'entrer en Syrie. Parce qu'elle trouvait que Hafez al-Assad défendait trop les Kurdes, le régime du PKK. Donc, est-ce que c'est disons, envoyer ces militaires pour sauver, entre guillemets, les Syriens des terroristes, etc., est-ce que ce n'est pas une espèce de trompe-l'œil pour avoir une main mise sur cette région, justement ?
Oui, c'est toujours la Turquie joue avec tout le monde. Elle est là pour chercher tous ses intérêts. On a rompu les relations israélo-turques et puis on a repris, on a signé des accords et des conventions de coopération mutuelle. Une fois on a attaqué la Syrie, c'est tout. L'histoire même des Kurdes est encore en vif il y a des années et continuera d'être en vif pour des années aussi parce qu'on n'a pas encore décidé les frontières. Très bien. L'histoire nous raconte qu'on a eu la volonté, ou bien les puissances au cours des années 50, Colonial, oui. Oui, ont eu la volonté de faire de la Syrie... Après le traité Sykes-Picot déjà. Exactement. De former la Syrie. La Syrie, ça doit recouvrir la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine et Sinaï. Et un espèce d'État indépendant, le Sandjak, quelque chose qui ressemblerait vraiment à un État kurde à part entière. Bon, on va en parler, mais j'ai au bout du fil l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien adjoint aux affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Nous allons commenter sur l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara. Comment vous anticipez les réactions alors que ce n'est pas la première attaque? C'est-à-dire que la Turquie avait déjà attaqué un avion russe sur son territoire aérien, disant ou prétendant qu'il aurait traversé illégalement son territoire aérien. Comment vous estimez les réactions russes après cela? Reste à savoir qui est responsable derrière cet acte terroriste. Oui. C'est un incident grave et la réaction russe va attendre jusqu'à ce que les autorités turques vont conclure, après des investigations et des interrogations, qui est derrière l'assassinat. Et je pense que la recherche va être entreprise avec la coopération du gouvernement russe. Est-ce que certainement Est-ce que ça risque pas d'envenimer un peu, parce que ce n'est pas la première fois, il risque pas d'y avoir des frictions cette fois-ci? Beaucoup plus que la première fois? Non, je doute fort. Pourquoi? Je crois que les relations entre la Turquie et la Russie vont s'améliorer, déjà améliorées. Ils progressent. Demain, nous attendons une réunion tripartite qui comprendra les ministres des Affaires étrangères de la Russie, de l'Iran et de la Turquie. Oui. Est-ce que, certainement la question se pose, est-ce que l'assassinat va reporter cette réunion-là? Reste à savoir, mais je crois que l'atmosphère et le climat, le contenu des relations entre Ankara et Moscou ont vraiment changé par rapport à la situation qui prévalait en novembre 2015, quand l'avion de chasse russe a été abattu par les Turcs. Ceci dit, reste à savoir, est-ce que c'est un groupe, plusieurs groupes, est-ce que cet assassinat est lié à la vague terroriste en Turquie ces jours-ci, ou c'est un acte dirigé contre la Russie à cause de son rôle dans la défaite des groupes terroristes à Alep. Très bien. Je posais la question de l'intrusion, je dirais, ou de la participation de la Turquie dans les frappes de coalition contre Daesh. Est-ce que ce n'est pas un peu un espèce de trompe-l'œil, puisque de toutes les façons, Ankara n'a jamais vraiment fait confiance à son voisin syrien, et même s'il y a eu des périodes avec des hauts, des
disons, des ententes cordiales entre les deux. Même, ils avaient prévu en 2011 des projets communs, de frontaliers, des projets économiques et logistiques communs. Mais est-ce que c'est pas une espèce de trompe-l'œil tout ça? Premièrement, permettez-moi de partager avec vous une nouvelle que je viens d'apprendre maintenant. L'assaillant de l'ambassadeur russe a été neutralisé. Alors, qui est-il? Pardon? Qui est-il? Jusqu'à maintenant, on ne sait rien, mais c'est un début dans l'investigation. En tout cas, pour répondre à votre question, je crois que la Turquie a changé de direction en ce qui concerne ses relations d'un côté avec les États-Unis et l'Union européenne et d'un autre côté avec la Russie. Et c'est le contexte dans lequel on analyse les derniers développements de la politique turque vis-à-vis la Russie. Après l'entente turco-russe et après le sommet turco-russe, maintenant la Turquie est prête à accepter que le président syrien, M. Bachar el-Assad, reste au pouvoir pour quelque temps. Alors c'est un revirement radical dans la position turque durant les 5 dernières années vis-à-vis le président syrien. En tout cas, je crois que la situation générale au Moyen-Orient est en train de se transformer d'un état de changer les régimes à un état à accepter les régimes en place pour vaincre tous les groupes terroristes qui sévissent au Proche-Orient, en Afrique du Nord, y compris l'organisation dite de l'État islamique. Très bien. Ambassadeur Hesen Haridi, vous êtes ancien adjoint aux affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous. Donc, dernière nouvelle, on a neutralisé l'assaillant et responsable de l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara. Dernièrement, c'était Alep qui avait troublé les cœurs du monde, de tous les citoyens du monde. On en a vraiment focalisé, mis l'accent dessus. Or, évidemment, on est de tout cœur avec Alep, mais il ne faut pas oublier que Alep est une partie de la Syrie et que le problème d'Alep est le même problème que toute la Syrie. Si on voit dans des pays frontaliers, c'est le même problème qu'à Mossoul, donc en Irak. Donc la région est en crise, mais Alep a été vraiment le cadre médiatique et vraiment on a mis les lumières dessus. Alors qu'Alep, c'est vraiment un endroit stratégique, disons économique et logistique. Est-ce que c'est un lien tout ça? Est-ce que la présence turque à Alep, et on a vu que la Turquie se montrait, disons, le sauveur, qui faisait partie des sauveurs des civils d'Alep. Est-ce que, encore une fois, ce n'est pas une espèce de volonté de se promouvoir pour essayer d'avoir raison sur la situation et d'avoir un mot à dire sur le futur de la Syrie? Je ne sais pas qui vous connaissez. La Turquie est en train de jouer le rôle du frère aîné qui essaye de sauver ou bien qui essaye de repousser les terroristes. Et d'un autre côté, il est là pour essayer de partager ou bien d'agir positivement pour le dossier des Kurdes. Donc, si la Turquie maintenant se retire de cette image qu'elle est là pour protéger les civils. Sur le fait, sur la version officielle est de dire, Erdogan avait même dit l'année dernière qu'il n'y avait aucun problème avec le parti kurde. Or, sur les faits, on voit tout à fait le contraire, puisqu'on sait que une des missions de la Turquie avec la coalition, c'est de frapper les positions kurdes qui s'étaient basées en Syrie, justement, comme quartier général pour pouvoir gérer un peu ou établir leur stratégie. Oui, il a dû s'imposer d'une manière politique, diplomatique, seulement pour être là et pour diriger la situation, ou bien essayer de participer dans la rédaction finale de ce dossier. Au lieu de se retirer et dire « Ah voilà, je suis la victime », ou bien
Donc, il a aussi ses partisans en Turquie qui veulent aussi se séparer. Il y a les Kurdes de l'Irak qui essayent aussi de se former un État. Donc, il se trouve impliqué dans l'affaire. Il ne peut pas se retirer. Et il essaye de repousser un peu la fondation d'un État kurde pour quelques années peut-être. Est-ce que la Turquie aurait toujours des revendications territoriales dans la Syrie, puisque après le découpage des frontières, donc après le traité de Sykes-Picot à la fin de la Première Guerre mondiale, les démembrements de l'Empire ottoman, des revendications de la part des Turcs et des Syriens sur des territoires. Alors en 1939, le Sandjak a été rattaché à la Turquie, mais revendiqué par la Syrie. Est-ce que la Turquie veut protéger déjà ce territoire et revendiquer d'autres territoires qu'elle croyait siens enfin, voilà, qu'est-ce que je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais c'est pas tout à fait ça. Oui. Mais la Turquie essaye de garder les frontières solides comme il faut, sans plus, sans moins. Et alors là, le seule menace dans cette zone-là, c'est l'existence ou la présence du Kurde là. C'est tout. Ça, c'est le problème qui en face de la Turquie. La Turquie ne voulait pas avoir de problème sur la frontière avec la Syrie. Alors là, la stratégie maintenant, on demande de plus pour avoir le juste parti de la frontière. Ce n'est pas la Turquie, elle demande pas plus, elle demande d'avoir la paix dans cette frontière. Alors là, avec la présence du Kurde à côté de la frontière tout de suite, c'est ça le seule menace qui va exister tant que les Kurdes sont là. Et les Kurdes turcs aussi, pour communiquer avec les autres, c'est très dangereux d'avoir des relations ou des liaisons avec les autres comme ça dans les frontières. Alors là, la Turquie comme un pays aimerait bien avoir la tranquillité dans cette zone sans problème. C'est tout ce qu'elle travaille pour ça. Est-ce que enfin, on peut dire que véridique le fait qu'elle ait peur que le parti kurde puisse profiter de ce chaos, de cette instabilité politique pour créer un espèce de territoire. Donc elle veut protéger en même temps... Peut-être, et c'est une des raisons que l'inquiétude turque, peut-être, mais est-ce que dans un pays comme la Syrie, maintenant, pour le moment, est-ce que les Kurdes sont capables d'organiser quelque chose? Est-ce que c'est ça le problème, ou il y a d'autres problèmes plus importants? Par exemple, ressembler tous les Syriens, comme elle dit les Russes, en Syrie unie pour tout le monde. Ce n'est pas pour les chiites, pour les sunnites, pour les Kurdes, non. Alors là, c'est ça l'idée, c'est tout. Depuis bien longtemps, je dirais, même je dirais à partir de l'Empire ottoman, la Turquie est très tournée vers l'Occident, alors d'abord vers la Grande-Bretagne qui était une puissance coloniale à l'époque, puis trahison avec l'Allemagne, ce qui lui a coûté le démembrement donc de l'Empire ottoman, puis même après la Deuxième Guerre mondiale, la Turquie a toujours essayé de se chercher des alliés au point de vue occidental. Elle prend position avec l'OTAN. Quand à la création de l'État d'Israël, elle prend position en faveur de cet État d'Israël, même si en 2009 elle a qualifié d'assassin. Donc voilà, Turquie très tournée vers l'Occident. Qu'est-ce que ça implique pour ces pays, les pays du Moyen-Orient et ces pays voisins? Il ne faut pas oublier aussi le rôle joué par l'Iran, le traité économique d'échange commercial entre la Turquie, la Syrie et l'Iran. Et cette affaire qui n'a pas duré longtemps, mais il y a des bases de relations économiques et politiques. Et à part cela, on peut ajouter aussi le rôle de la Russie, qui est là, qui est en train de se réveiller, de jouer un rôle important sur la scène internationale.
Et sans jamais oublier aussi l'arrivée de Trump au sommet du pouvoir américain. Donc le fait de dire que pour la Syrie, on va laisser M. Bachar al-Assad, c'était une décision russe, iranienne, très longtemps répétée, très longtemps dite et affirmée. Donc Trump est ici pour dire et affirmer le point de vue des Russes. L'opposition modérée, dite entre parenthèses modérée, ils ont dit qu'on a été quitté par toutes les forces politiques. On est là pour faire face à la vie ou bien à la mort. Donc, cette relation de la Turquie ne cesse pas de parler à tout le monde, même par des paroles. Mais quand même, on ressent qu'il y a une distance par rapport aux pays arabes, et surtout avec Kemal Atatürk qui a voulu fonder une république laïque. Il voulait s'éloigner de pays, et notamment de l'Arabie saoudite et de l'Arabie saoudite, alors que maintenant ils sont beaucoup plus proches et on va en parler. Mais la Turquie a voulu vraiment essayer de s'éloigner de ses voisins. Pour un certain temps, mais maintenant, c'est un peuple sunnite, et l'Arabie saoudite et l'Égypte, on se trouve obligé un peu dans le temps de se coopérer, alors que ce qui se passe sur la scène internationale maintenant, pour les trois pays, ne va pas pour cette idée. Mais à un moment voulu, on doit se protéger de l'Iran qui est chiite, et donc jouer un rôle. On n'arrive pas à définir toujours d'une manière claire la position politique du président turc, parce qu'il est prêt à changer toutes ses positions d'une minute à l'autre. Si je reprends aussi cette distanciation, et si je reprends un point que j'avais évoqué très brièvement, c'est la reconnaissance de l'État d'Israël. Donc à partir de 1949, les pays arabes ont préféré, ont fait le choix de ne pas le reconnaître, alors que la Turquie est en opposition. Qu'est-ce que cela a engendré à l'époque et quelles conséquences ça a eu jusqu'à maintenant? C'est la question que je vous pose, mais nous avons au bout du fil Nabil Zawawi, qui est rédacteur en chef de l'agence de presse Sputnik, l'agence de presse russe Sputnik, donc au Caire. Monsieur Zawawi, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on m'a dit, la régie de l'autre côté, on m'a exprimé votre chagrin par rapport évidemment à cet attentat. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Qu'est-ce que vous en savez? Malheureusement, on a déjà confirmé que vraiment l'ambassadeur russe en Turquie a été tué. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Il a été tué par... comment on a appris juste quelques minutes avant que c'est un ancien policier ou policier turc qui l'avait tué. Donc c'est un ancien policier turc qui aurait tué... oui, d'accord. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a pu entrer dans la salle où l'ambassadeur russe prononçait un discours. Donc on l'a laissé passer avec son arme parce qu'il avait montré son document. Voilà. Est-ce que ce policier appartenait à une mouvance particulière? Non, c'est un peu tôt de le dire, mais d'après aussi ce qu'on apprend, il avait un discours peut-être extrémiste, donc... Est-ce que c'est une mouvance intégriste peut-être en Turquie, non? Peut-être, mais on ne le sait pas maintenant. Pour l'instant, on ne connaît pas vraiment le motif ou ce qui a poussé à commettre cet acte. En tout cas, les services de sécurité turcs ont déjà renforcé les mesures de sécurité à l'ambassade russe, là-bas à Ankara. Donc peut-être ils ont des signaux, des signaux que c'est toujours très dangereux pour les diplomates russes
en Turquie. Ben justement, j'aimerais voir, vous êtes spécialisé dans le nouvel russe. Est-ce que vous, du côté russe, est-ce qu'on a déjà une réaction? Bah oui, bien sûr. Déjà, le ministère des Affaires étrangères russe, il a annoncé qu'il y aura une déclaration avec tous les détails de ce qui s'est passé en Turquie. Et puis déjà, plusieurs députés ont donné des interviews à des télévisions russes. En fait, ils disent que le terrorisme ne pourra pas vaincre, que même après ça, les relations entre les deux pays resteront normales, parce que si le terrorisme veut gâcher ces relations, il n'arrivera pas. Est-ce que vous pensez, parce que ce n'est pas la première fois qu'un tel attentat contre un assassinat de personnes russes. Alors on a eu ce militaire dans l'avion de chasse qui a été tué. Là on a l'ambassadeur. Est-ce que cette deuxième attaque d'un porte-parole du gouvernement quand même ne va pas envenimer la relation entre Moscou et Ankara? J'espère que non, parce que là il ne s'agit pas de... Donc là c'était l'armée qui a décidé d'abattre l'avion russe. Là, c'était personne. Oui, il appartenait peut-être à la police, mais il n'a pas reçu d'ordre pour tirer. Bien sûr, on le confond, il n'a pas reçu d'ordre pour tirer sur l'ambassadeur russe. Donc, on ne sait pas ses motifs, mais je ne crois pas que... En fait, moi je crois que c'était individuel, c'est pas un groupe, je crois que c'était individuel. Comment vous voyez que le peuple turc en lui-même perçoit les Russes? Parce que est-ce que les Turcs, de la part de positions russes qui sont antéposées au contraire à la position de leur gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de haine entre les peuples? Vous savez, non, je ne crois pas qu'il y a eu une haine, parce que les relations entre la Russie et la Turquie, surtout les relations économiques, sont très vastes, parce que il y a plusieurs entreprises turques, des centaines peut-être, qui travaillent en Russie. Il y a des milliers de touristes russes qui vont en Turquie. Il y a des relations, il y a des mariages mixtes, il y a beaucoup de choses entre les deux peuples. Et bien sûr, même je peux vous dire que les médias russes, les dernières semaines, les derniers mois, ils parlent normalement ils essaient de comprendre ce qui se passe en Turquie, mais sans prendre une position contre ce pays. Dernière question, j'aimerais, si vous pouvez nous indiquer la suite des opérations en Syrie, c'est-à-dire que est-ce que les deux pays vont, après cet attentat, vont prendre des positions un petit peu, je dirais, essayer d'être opposés l'un à l'autre, essayer de s'imposer l'un contre l'autre, histoire, je veux dire, est-ce que les rancœurs vont ressortir pour la suite du conflit contre la Syrie, ou il y a un plan, il y a une stratégie bien définie sur laquelle on va rester? J'espère maintenant que c'est à Turquie, maintenant je crois, de prouver ses attentions, de dire que voilà, après cette tragédie, on va doubler nos efforts pour résoudre le problème en Syrie. Peut-être maintenant c'est à eux de le faire. Et on sait qu'il y a eu une certaine coordination en ce qui concerne la ville de l'Alep entre la Russie et la Turquie. Donc maintenant c'est à Turquie de prouver ce qu'elle veut vraiment. Si elle veut vraiment finir avec la crise en Syrie, avec la tuerie en Syrie. Très bien. Merci à vous, Nabil Zahoui. Vous êtes rédacteur en chef de l'agence de presse Sputnik, donc l'agence de presse russe au Caire. Je reviens à vous, Hicham, par rapport donc à cette reconnaissance de l'État d'Israël depuis 1949. Quel a été l'impact à ce moment-là pour les pays arabes? Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour la suite? Et est-ce qu'il y a des rancœurs peut-être qui sont restées? Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas.
Parce que c'est très longtemps. L'année 49 jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près combien d'années? Plus de 60 ans. Une soixantaine d'années. Oui, plus de 60 ans. C'est très très long. Je crois que tous les pays arabes ont traversé cette phase d'histoire. Et la Turquie et les autres pays, ils ont commencé d'avoir de nouvelles relations avec la Turquie quelques années après. On ne peut pas dire, à cause de ça, depuis l'année 49, il y a quand même quelque chose qui reste jusqu'à aujourd'hui, parce que la Turquie a essayé, les autres pays, ils ont essayé d'avancer. On ne va pas rester sur une décision pareille. En plus, l'Égypte aussi pour signer l'accord de Camp David avec Israël. Alors là, les pays arabes aussi, ils ont quand même pris une situation contre l'Égypte et ils ont corrigé leur situation après. Et justement, la Jordanie donc, est un principal allié d'Israël. L'Égypte a signé le traité de paix de Camp David avec l'État hébreu. Est-ce que la Turquie a été, disons, a voulu prendre ces pays pour alliés, ou sa position, c'était juste une position pro-européenne? Non, on peut dire 50-50. C'est l'Europe, il y a combien d'années la Turquie aimerait bien être membre dans l'Union européenne? Il y a des dizaines d'années. Et à l'autre côté, avec le pays arabe, c'est beaucoup plus facile qu'avec les Européens. Alors là, la Turquie, à peu près, quand on regarde de près, on va voir le rêve de l'Empire ottoman, qui est déjà terminé il y a plusieurs années. Alors là, il y a toujours le rêve de dominer toute la région. Alors là, pour la Turquie, c'est un rêve qui existe toujours, mais c'est difficile à réaliser pour le moment. Mais c'est quand même plus facile d'avoir des relations avec le pays musulman et le pays arabe dans le Proche-Orient. Ouais, en tout cas, vous parlez à juste titre de rêve de califat, de rêve d'empire ottoman et la mouvance qui s'approche de ce rêve et cette mouvance terroriste qui s'appelle Daesh. Alors la relation entre la Turquie et Daesh est assez ambiguë. On l'accuse et les journaux turcs, le journal d'opposition Cumhuriyet qui a sorti des dossiers prouvant que l'État turc finançait le Daesh en lui achetant du pétrole qu'elle volait donc de la région qu'elle avait conquis. Et d'un autre côté, la Turquie dit non, nous on rentre en Syrie ou on rentre dans les pays où Daesh sévit ou combat le peuple. Et nous aussi, nous combattons cet ennemi terroriste. Comment vous évaluez cette relation? La Turquie est là pour se protéger, alors qu'on fait revivre le rêve d'Empire ottoman, parce qu'on est assiégé par des pays arabes qui sont l'un proche de l'autre pour des idéologies. Par exemple, la Syrie et l'Irak ont été en entente il y a des années. Toujours l'Arabie saoudite et la Syrie, c'est un mouvement va-et-vient. Donc, au lieu de dire que je suis là et vous m'assiégez, je rêve de l'Empire ottoman et de revivre le passé. Comment le faire? Comment? Par bousculer les systèmes ou bien les politiques qui existent. Je participe à l'Irak et au problème kurde, je participe au problème des civils syriens maintenant. Hier, je débattais. Pour l'Iran, je suis en train de signer des accords. Je cherche avec la Russie, je vais me donner de puissance pour contrôler la situation. Est-ce que la Turquie voulait combattre le parti Baas à l'époque, qui est de tendance socialiste et puis dont le PKK s'est inspiré? Peut-être oui. Oui. Dans quelle mesure vous dites peut-être? Parce que toujours en politique, il y a des idées théoriques, des idéologies qui ont eu la première place, alors qu'avec le temps, on a vérifié que ça ne va pas. Et même chez les Turcs, on a essayé de modifier un peu, et les PKK ont essayé de modifier un peu le système. Est-ce que c'est tout à fait socialiste ou bien c'est communiste avec un peu de libéralisme? Donc il n'y a pas de...
Le parti basse représentait une menace alors pour le modèle turc. Est-ce que la Turquie voulait imposer peut-être un modèle que le parti basse voulait contrer, c'est ça? Ce Ou n'est pas était tout à fait. plus puissant peut-être? Eh oui, Erdogan voulait être le plus grand du Moyen-Orient. Alors pour conclure, Hicham, j'aimerais juste en 2 mots, cette nouvelle entente entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, comment vous l'évaluez? C'est les intérêts de chaque pays, c'est pas autre chose. Et maintenant, parce que ce sont quand même deux visions du monde tout à fait différentes. Hein. L'une laïque et l'autre ultra religieux. Intégriste. Oui, mais c'est ça, les intérêts de l'Arabie Saoudite, c'est avec qui maintenant pour le moment? C'est avec la Turquie et ils ont créé une coalition, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar aussi, c'est pour frapper Daesh en Syrie, c'est nouveau. Mais c'est les intérêts de chacun qui règnent pour le moment. Très bien, Hicham Youssef, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Dr Wael Fouad, professeur de linguistique à l'Université d'Ain Shams et analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Excellente soirée, au revoir.